Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Éric Béliveau, généalogiste amateur, passionné d'histoire et créateur de la chaîne Raconte-moi mes ancêtres. Je suis en compagnie de mon ami, collaborateur et co-animateur Yann Lauzon. Yann, ça va bien? Ça va très bien, merci. Et bonjour tout le monde, merci de l'écoute. Toi, Éric, est-ce que ça va? Oui, ça va super bien. Écoute, je constate que tu as quelque chose de nouveau aujourd'hui. Oui, j'ai un peu changé mon setup. Là. Juste ici, là, c'est un nouveau microphone. Je dis nouveau, là, c'est un très, très vieux microphone. C'est ma grand-mère qui m'avait donné ça il y a déjà plusieurs années. C'est le microphone de mes grands-parents. Écoute, c'est un Philips des années 50 fait en Hollande. OK, OK. Fait que là, à la place d'avoir un petit microphone proche de ma bouche, je me suis dit que ça donnerait un meilleur résultat. Alors, on va voir ce que ça donne. Puis là, toi, au niveau technologique, là, l'adaptation entre les années 50 puis 2023, comment tu as arrangé ça, cette affaire-là? Ben, il a fallu que je m'équipe d'un truc comme ça ici, qui dans le fond prend l'entrée micro. Hey, ces microphones-là doivent avoir 3 mètres de fil. Puis ensuite, ça rentre USB, là, puis j'ai la sortie avec un casque d'écoute moderne. Moi, en termes de casque d'écoute, j'entends super bien. Et puis en termes de microphone, jusqu'à date, les tests indiquent que c'est très bon. Là, malgré que le microphone, qui est quand même. C'est un ancêtre de microphone, là, il est super vieux. Ben, ce qui est intéressant, c'est que ça nous indique que tes grands-parents, ils chantaient. Non, pas tout à Non? fait. Mais je pense qu'il était, il était technophile pour l'époque. Mes grands-parents OK. avaient une caméra des années 40, ce qui était quand même pas tout à fait commun. J'ai jamais eu probablement qu'il y avait une unité d'enregistrement à ruban, le prédécesseur de la cassette. Je ne l'ai jamais vu, mais je présume qu'il utilisait ce micro-là avec ça. Hey, 3 mètres de fil, c'est long, longtemps. C'est quelque chose. OK, OK. Fait que finalement, il était technophile. C'est un peu comme quelqu'un qui achète un karaoké, là, puis après 2 soirées, il n'en fait plus. Là, fait que c'est quasiment neuf, finalement, à ce micro-là. Là, Ben, je te dirais, tout ce qui est foam à l'intérieur, ça l'a séché et ça s'effrite. Là. OK, Mais autrement, là, la qualité de l'époque, là, c'était vraiment solide. Là. OK, OK. Ça aurait pu faire de la radio à l'époque, quasiment, là, cette affaire-là. Potentiellement, hey, c'était stéréo des années 50, OK, quand quand même. même. Alors que là, dans ce temps-là, là, il n'y avait pas bien ben de monde qui avait de radio stéréo encore, là, j'imagine. J'imagine que la plupart des radios, là, des années 30-40, c'était définitivement mono. Avoir des radios que tu reçois stéréo, c'est quand même relativement récent. Là. Ouais, mais en tout cas, ça serait sûrement intéressant. AM marche pas stéréo. Enfin, en tout cas, ça serait sûrement intéressant d'avoir quelqu'un, un intervenant à ce sujet-là pour nous en parler éventuellement. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Yann, de quoi qu'on parle aujourd'hui? Ben, aujourd'hui, on va parler d'outils. On fait de la généalogie. On parle de généalogie. On incite les gens à faire de la généalogie. Mais comment est-ce qu'on fait de la généalogie? Moi, j'avais commencé à m'équiper je faisais ça sur Généanet pour Mhm. faire mon arbre généalogique parce que c'est en français, puis que c'est gratis, puis que ça va super bien, puis que ça donne un résultat qui est joli. Mais sans avoir un outil, faire la généalogie, c'est excessivement difficile. Mais faire l'arbre, c'est une chose. Là. On a aussi les outils pour trouver ce qu'on va mettre dedans, trouver les individus, trouver les registres. Puis ça, ben, c'est des secrets quand même bien gardés. Comment est-ce qu'on fait pour trouver des registres? Comment est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis je pense que on se débrouille quand même un peu là-dedans. On peut montrer un peu les exemples de ce qui se fait. Toi, as-tu des outils, Eric, que tu utilises, là, qui fonctionnent bien et que tu aimerais ça partager avec les gens? Ben, moi, j'en ai un, puis je vais dire tout de suite en passant, c'est un site qu'on doit payer pour. C'est pas très coûteux. Puis on n'a pas eu là, une commandite là, de ce site-là. Là. C'est tout à fait là, parce que c'est un outil que j'apprécie beaucoup. Ça s'appelle BMS 2000. Oui, puis BMS, ça veut dire quelque chose, ça? C'est baptême, mariage, sépulture. C'est terrible.
Mais en gros, c'est ce qu'ils font, c'est un outil de recherche qui va à travers là, plusieurs sources là, comme le Tanguay, le Drouin, puis ben, toutes le PDRH là, qu'est-ce qui ont été cherchés. Ben ça, ils l'ont indexé. Je vous montre ça. Bon, le site, c'est, comme que je disais, c'est bms.org. On va vous mettre le lien en description. Évidemment, quand vous rentrez, vous devez soit vous enregistrer ou entrer votre identifiant, puis votre mot de passe, qui nous amène à cette page ici. Je parlais là, de tarification tantôt. Ce n'est pas un abonnement mensuel ou annuel. C'est une tarification à la pièce. C'est-à-dire qu'à toutes les fois que je vais cliquer pour avoir le résultat d'une recherche, il va me charger un bon de consultation. Puis le prix, ben, c'est 20 $ pour 200 bons de consultation, mais il y a des forfaits qui sont un petit peu plus coûteux, mais qui nous amènent un petit peu plus de bons, qui revient un peu moins cher. Ça revient en gros là, au maximum à 10 cents la requête. Là. Donc, 10 cents du clic sur... Ça, c'est-tu les clics pour chacun des recherches? C'est 10 cents ben, ça, chaque je vais fois vous que tu vas montrer. vers quelque chose. Non, ça, je vais vous montrer ça. C'est quoi une demande? J'y arrive, mais tout ça pour dire que moi, personnellement, ça fait environ 5 ans, 6 ans que j'utilise ce site-là. Puis, j'ai peut-être, c'est la deuxième fois que j'achète 500 bons. J'ai acheté 200 bons, j'ai peut-être acheté 1200 bons. Puis bon, vous savez que moi, Yann, on est quand même là, assez passionné là, du sujet. Fait que je vous conseillerais de commencer là, avec 200 bons pour 20 $. C'est quand même pas très coûteux, mais ça va vous sauver beaucoup de temps de recherche. Je vous montre ça. Alors, pour aller dans la recherche, en haut à droite, il y a recherche dans BMS 2000. Puis, bon, au départ, on a 4 choix. Bon, les paroisses, c'est pas très, très utile. Là. Puis ça, ça coûte rien. Là. C'est pour savoir les noms de paroisses. Puis ça nous donne, bon, tu sais, si on prend, disons... Est-ce que ça nous permet de savoir, mettons qu'on dit, ah, lui, il est né, je sais pas, moi, dans un petit village, puis il n'y avait pas encore de paroisse à ce moment-là. Est-ce que ça nous permet de savoir à quelle paroisse, quels endroits il y avait des paroisses autour à une certaine époque? Ah, non, pas nécessairement. Par contre, on pourrait peut-être. Ben, regarde, j'ai fait une recherche pour trouver Notre-Dame de la Paix. Par le fait même constaté qu'il y a plusieurs Notre-Dame de la Paix. ça rend toujours les choses excessivement faciles. Puis là, bon, dans celle qui nous concerne, là, celle de tes ancêtres, ben, c'était érigé en 1902. Fait que ça, on peut savoir ça. Cliquer sur le lien ne nous donne pas vraiment beaucoup plus d'informations que qu'est-ce qu'on a à l'écran. Ce qui nous intéresse, par contre, c'est les baptêmes, OK, ou les mariages, bon, tous les registres. Ce qui nous permet, par exemple, je vais, bon, dans le cas de l'histoire d'une maison, je fais beaucoup de recherches sur la généalogie de la famille Blanc de Saint-Émile de Suffolk. Donc là, ici, si je vais ici, je fais une recherche de la famille Blanc, puis dans la localité Suffolk, je n'ai pas besoin de rentrer tout le nom au complet. OK, il va remplir ce qui manque. Donc, comme Ça. tantôt, tu avais mis paix pour Notre-Dame de la Paix. Exact, exact. Puis bon, là, je peux les trier par date. Puis là, ben, je peux avoir chacun des gens dans cette paroisse-là qui ont le patronyme Blanc par leur date de naissance. Là, ça n'a rien coûté jusqu'à présent, faire tout ça. Où est-ce que ça va coûter un bon? C'est en cliquant, disons, je prends, bon, lui, je le connais, Henri. Là, tu viens de dépenser 10 cents. Exact. Alors, on voit fiche de baptême, puis là, ben, on a le nom de l'enfant, Jacques Adélard Henri Blanc. Son père, c'était Auguste Blanc, sa mère, Marie Desormeaux. On a le nom du parrain de la marraine. On a la date de naissance. On a le baptême, la date du baptême, puis la paroisse. Ça, cette information-là, elle vient d'une base de données à quelque part, ou est-ce qu'ils ont indexé un registre? Donc, c'est toute l'information d'un registre qu'ils ont mis sur une version digitale.
Exact, c'est ça. Ben, en fait, à partir de là, avec nos outils qu'on a, je peux vous montrer ça, ou ça peut être sur BANQ, mais là, en sachant la paroisse, en sachant la date, ben là, ça devient plus facile d'aller chercher le registre original là, de baptême de Oui, de parce que Jacques. savoir dans quelle paroisse regarder, à quel moment, à quelle date, c'est toujours plus facile de trouver le registre que d'y aller après. Surtout qu'on a la date de baptême, donc on sait à quelle date chercher dans le registre. Parce que souvent, tu sais, c'est comme, il est né à peu près en 1876, à quelque part à Saint-Jérôme. Bonne chance pour le trouver. Ça peut être long, c'est ça qui est le défi. Mais quand il est né à Saint-Émile de Suffolk avec la date spécifique, Mhm. on trouve la paroisse, on cherche dans la paroisse, on trouve la date et il va être là. Ouais, exact. Ces bases de données-là que tu parlais tantôt de Drouin, PRDH, c'est des bases de données qui sont très, très fiables, d'indexation à partir des vrais. Tu sais, c'est pas le registre lui-même, c'est une transcription du registre. Donc, on se retrouve à être très, très proche de l'information originale. C'est beaucoup plus facile. C'est plus fiable que d'aller sur Ancestry, sur l'arbre de quelqu'un ou sur un site où est-ce que quelqu'un l'a rempli. Parce que c'est des professionnels qui sont allés Mhm. indexer ces sites-là. L'information, elle est prise directement sur un registre. C'est souvent même mieux qu'à l'époque où est-ce qu'on appelait le presbytère, puis qui nous rappelait 3 jours après, qui nous donnait l'info, puis qu'on la notait, puis qu'il y avait des erreurs de transcription. Parce que là, on a des professionnels qui font de la transcription, donc il n'y a pas 1, 2, 3 personnes qui passent entre le registre puis toi. Ouais. D'ailleurs, par rapport à ce que tu viens de dire, justement, on voit date de dernière modification, c'est la date où quelqu'un a passé sur le registre. Puis des fois, on a même le nom du chercheur qui a passé dessus. Fait que c'est ça. Moi, personnellement, des fois, ça peut être aussi, il y a un nom qui est difficilement lisible hein, quand c'est écrit là, en patte de mouche. Puis, bon, il y a eux autres, ce sont des gens qui s'y connaissent un peu plus en paléographie, j'imagine, que nous. Fait que là, bon, tu vas Oui, voir puis le nom. Ah, Obéline Vachon. Ah, OK. Bon, ça sortait pas de même sur le registre, mais bon, tu sais. Puis, ça veut pas dire non la plus qu'il n'y a pas graphie a d'erreur. changé Hein. aussi. La graphie aussi a changé. Tu sais, il y a 300 ans, le premier S dans un mot, ça avait quasiment un F parce que c'était comme ça qu'il écrivait. Puis quand tu regardes ça, tu es comme, on comprend rien. Hum. Puis comme tu dis, le curé, ça n'avait peut-être pas bien écrit non plus. Là. C'est ça. Puis bon, là, comme on peut voir, par exemple, je pourrais aller voir, disons, à la paix, les Lauzons. Ça se peut que tu en trouves quelques-uns. S'il y en a, ça c'est, bon, la paix dans Papineau. Hein? Ouais, ouais, ça va plus. Il y en a quelques-uns quand même. Hein? Regarde, on peut voir, là, il y a plusieurs pages, là. Ouais, mon père a plusieurs oncles et beaucoup, beaucoup, beaucoup de cousins. Mais là, où est-ce que c'est pratique, vraiment, vraiment pratique, moi, avec cet outil-là, ça me permet de monter un arbre généalogique en un temps record jusqu'aux arrière-grands-parents, disons. Ben, ça peut monter là, jusqu'à vous voulez, mais c'est dans la section mariage. Bon. Si on prend, par exemple, donne-moi, c'est Lauzon et Euh, euh, on c'est va chercher qui? On va bon, chercher Wilfrid. Wilfred. Oh, il y en a quand même plusieurs. Il va falloir qu'on soit un petit peu plus précis. C'est le nom de son épouse. Maher, Marie-Louise Maher. Ouais. Donc, on a Wilfrid Lauzon, Marie-Louise Maher. À partir de là, on va chercher. Si vous êtes en train de monter un arbre généalogique, vous avez votre outil de préférence ou votre site de préférence. On a ici, bon, ben, le nom, Joseph Lauzon du père et de la mère, Joseph Gingras. OK? Puis là, bon, on peut rentrer aussi le nom du père et de la mère de Marie-Louise Maher. À partir de là, ben, on a Joseph Lauzon. Là, je vois que tu avais un petit icône avec une caméra en bas à gauche dans la pop-up. Ça veut dire qu'il y avait un document d'attaché?
Ça veut dire qu'on peut, juste un instant, c'est qu'on peut le consulter. OK. S'il n'y a pas ça, Mais non, c'est ça. Il faut que tu sois sur Family Search, justement. Il va t'envoyer vers l'endroit que tu vas nous montrer tantôt, probablement. ça, je vais t'en parler tout à l'heure, effectivement. Ouais, c'est ça. Fait que là, on a Lauson Gingras. À Saint-Jérôme en 1858. Puis là, ben, on a les parents de on a Charles Lauzon et Marguerite Fournel, puis Ouais. Augustin Gingras et Scolastique Pomainville qui se sont mariés à Saint-Jérôme. On vient de voir en l'espace de quelques clics une personne jusqu'à ses grands-parents. Oui, puis ça va bien. Puis là, ensuite, pour bien faire, on veut toujours valider avec les registres l'information. Mais comme on disait tout à l'heure, moi, quand on a des liens qu'on a trouvés sur BMS 2000, je n'ai pas encore trouvé un indice sur BMS 2000 qui était mauvais. Le taux de réussite est spectaculaire, il est vraiment très élevé. Il y a des professionnels qui travaillent sur ces bases de données-là, puis ils font en sorte que l'information soit là. C'est clair qu'on peut faire des mauvais liens entre. Parce que là, toi, tu pars d'une information. C'est quand tu dis, OK, là, on regarde Lauson-Charles. Il y en a peut-être plusieurs, Charles, mais quand on trouve le bon couple, généralement, c'est un excellent signe. Puis, c'est une façon, quand même rapidement. Puis là, tu marques, souvent, tu as même le numéro de fiche que tu peux mettre en référence dans tes données si tu veux y revenir plus tard. Puis, éventuellement, tu peux passer et aller chercher les registres là, pour étayer ton information. Ben moi, je te dirais que, bon, pour une question là, de ne pas tout le temps avoir à retourner puis payer 10 cents, ce que je fais, moi, de mon côté, je fais une capture d'écran de cette fiche-là et je la sauvegarde là, dans le dossier du couple en question. Comme ça, ben, si j'en ai besoin pour plus tard, ben, elle est là. Puis je peux aller chercher par la suite avec cette information-là, comme qu'on disait, le registre. Avant de conclure sur BMS 2000, parce que on parlait de Family Search, on va en parler avec Yann tantôt. Pour les sépultures, vous comprenez le principe, là, c'est la même chose. Ceci étant dit, ben, c'est ça. Il y a le nom, le patronyme qu'on entre. On peut aussi rentrer par période. Ce qui est intéressant dans les baptêmes, ce qu'on n'a pas tendance à aller voir, mais moi, mettons, disons, parrain, marraine. Je veux savoir mon ancêtre, mon arrière-grand-père, là, Alfred Joly. Y a-tu été parrain souvent? Alfred Joly de la Chine. Parce que quand même, là. Ouais, Puis, ben, c'est ça. tout le temps le Ben, tu même, ça? vois, C'est tout lui? hey, regarde, il était parrain d'une Joséphine Lauzon en 1893. Puis bon, C'est intéressant. puis ça, c'est clairement lui, puisque la marraine, c'est Anna Saint-Onge, son épouse, là. Fait que là, bon, ben, c'est ça. Je peux savoir, là, parce que parrain, marraine, des fois, il n'y a pas de lien familial, ça nous indique que ces gens-là étaient des amis. Tu ne choisis pas le parrain, marraine des gens que tu ne connais pas. C'est des gens qui te font confiance. Fait que ça nous permet là, un peu de dessiner là, la vie de nos ancêtres, les noms des gens qui côtoyaient. Et ça va jusque dans quelle date, ça? Mettons les sépultures. Parce que quelque chose qu'on a un peu de misère souvent à trouver, c'est, tu connais tes parents, tu connais tes grands-parents, tes grands-parents sont morts, tes parents, des fois, sont plus encore là. Puis là, tu te dis, OK, c'est quoi le nom de mes arrière-grands-parents quand tu commences la généalogie? Puis, c'est pas toujours évident. Ou avoir de l'information, ma grand-mère est morte avant que je la connaisse. Elle est morte où et quand? Ou mon arrière-grand-père, il est mort quand? Puis, étant donné que ça fait pas 100 ans, ces informations-là sont pas autant faciles à obtenir. Est-ce qu'avec BMS 2000, je peux trouver ça? Tout ce qui est disponible dans les registres. Regarde, on peut le voir ici, là, Anna Saint-Onge, Alfred Joly, 1941. Fait qu'on a au moins jusqu'en 1941. Donc c'est ça. Alors ça nous permet de facilement trouver de l'information.
Des fois, il y a la photo là, du registre, mais des fois, la photo n'a pas été ajoutée, puis là, il va falloir aller la chercher. C'est sûr que là, il y a des dates comme 1970 non, là, probablement qu'on ne trouvera pas, mais avant là, 1940, là, généralement, on est capable de trouver ça. Puis ça, ben, Yann va nous montrer ça. Parce que, tu sais, bon, on connaît toute Bibliothèque et Archives nationales du Québec qui a des registres. Mais eux autres, ils n'ont pas mis en ligne toutes les. Tu regardes sur une paroisse, la paroisse existe depuis je sais pas moi, 1720. Puis là, tu as 1720, 1920, puis tu regardes, puis rendu à 1890, tu n'as comme rien que tu peux trouver. Mais les registres, ils existent. Puis en fait, la raison pour laquelle on les a aux Archives nationales, c'est qu'on a digitalisé des microfilms. Il existe, la version originale du registre, elle n'existe probablement plus. Mais dans les années 60, 70, 80, ils ont tous été photographiés, mis sur microfiche. Ça, c'était disponible là, dans des bibliothèques spécialisées. En fait, il y a beaucoup de ces archives-là qui avaient été photographiées avec une entente qu'il y avait entre les Archives nationales, puis l'Église de Jésus-Christ des derniers jours, comme les annonces qu'on voyait quand on était plus jeune. Là. Ça, c'est les Mormons. Parce que dans la façon qu'eux autres ils fonctionnent dans leur religion, il faut que tu honores tes ancêtres. Puis une façon d'honorer tes ancêtres, c'est de faire de la recherche généalogique pour mettre en valeur tes ancêtres. Donc, ils ont des grosses bases de données de registres. Fait qu'eux autres, ils avaient approché le gouvernement du Québec pour dire, OK, on va digitaliser, on va photographier vos registres, tous vos registres paroissiaux. On va vous en donner une copie, puis on va regarder une copie. Puis c'était comme ça que ça avait commencé originalement, la plupart des choses. Puis ça, ben, ça existe encore, ces versions-là. Le PANQ les a digitalisées en super belle qualité visuelle, mais l'Église de Jésus-Christ des derniers jours, ou les Mormons, eux autres aussi, ils l'ont fait. Et ce site web-là est disponible au public gratuitement. Ça s'appelle Family Search. Donc, quand on va sur Family Search, dans le fond, c'est la base de données que les Mormons ont montée de plein de documents, pas juste au Québec, mais partout en Amérique, un peu partout dans le monde. Puis ils ont beaucoup de registres. Maintenant, ce qui est difficile, c'est lui accéder. On parlait tantôt, on disait BMS 2000, c'est le fun parce que tu as des spécialistes qui passent au travers des registres, puis ils l'indexent, donc tu peux faire une recherche dedans. Mais Family Search, ils ne payent pas des gens pour le faire, il y a des volontaires qui vont le faire, puis qui vont passer au travers des registres, puis qui vont taper ce qu'ils voient. Puis des Mormons à Salt Lake City qui parlent français, puis qui vont indexer des registres francophones, il n'y en a pas une tonne. Donc, les registres francophones de Family Search, la plupart sont juste pas indexés du tout. Puis ça fait que c'est un peu difficile. Mais je vais partager mon écran, puis on va aller voir de quoi ça a l'air là, sur Family Search, puis comment ça fonctionne. Donc, Family Search. .org. On va dessus. Là, il faut ouvrir une session. Ce que je vais faire à l'instant. Donc, avec son nom d'utilisateur. Puis là, on se va à la page d'accueil. Puis eux autres, ils te proposent de faire un arbre généalogique. C'est gratuit. Cet arbre généalogique-là, il est comme partagé, puis tu peux faire des liens avec d'autres gens. Ça peut être intéressant. Moi, c'est pas ce que je fais avec. Mais il y a un espace ici, recherche. Recherche de documents, images, arbre familial, les arbres de d'autres gens. Si on va faire une recherche de documents. Là, ce que je trouve intéressant, comme je disais tantôt, c'est qu'il y a les registres québécois, mais on le disait, ils ne sont pas indexés. Donc, on ne va pas vraiment trouver grand-chose là-dedans. Mais il y a aussi les registres un peu partout. Fait que quelque chose qui est intéressant, on a déjà parlé dans le passé du frère jumeau de mon arrière-grand-père, Georges Paquin. On va voir si on peut trouver ça. Donc, prénom et nom de famille. Moi, je les mélange tout le temps, là, ce qui n'est pas une bonne idée parce que tu ne vas pas avoir des bons résultats si tu ne fais pas de la bonne façon. Donc, j'ai pas bien écrit, on dirait. Ouais, Léon Pain. Je dois avoir fait une recherche. Léon Paquin. Là, Léon C. Paquin, Bitford, York, ouais, c'est quelque chose. Là, on peut raffiner la recherche si on veut pouvoir aider.
Donc, lui, on sait qu'il est né en 1891. Fait que ici, on dit, OK, sa naissance, c'est pas toujours précis. Donc, mettons qu'on dit 1885 à 1895 pour avoir une plage, puis qu'on fait une recherche. Léon Paquin, 2 juin 1891. Ah, ça a l'air bon, ça. États-Unis au Vermont. On va aller regarder de quoi ça a l'air. Et ça, c'est gratuit. Tantôt, toi, quand tu cliquais pour aller voir un registre, il fallait que tu payes pas. Mais moi, je clique ici, ça, c'est gratuit. Là, on va avoir sa fiche. Léon Paquin, naissance au Vermont, aux États-Unis. C'est un peu vague au Vermont. On a-tu de l'information autre que ça? On n'a pas vraiment d'autres informations. On a le document original. On a le document original. On va aller voir le document original. Et ça ici, c'est le visionneur standard de Family Search. Puis on va l'avoir tout le temps. Fait que là, on va pouvoir regarder. On est dans IP, je pense que c'est en ordre. Pétri, Pépin. Hey, on est au Vermont, regarde les noms. Paquette. Pépin. Non, je pense que je l'ai vu. Paquin, Léon, puis Paquin, Georges. 21 janvier. Fait qu'on a ici trouvé l'entrée. C'est Vermont, c'est un truc local de la ville à Brighton, Essex, au Vermont. Puis on a trouvé Léon et Georges Paquin. C'est cool, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Des fois, c'est plus difficile que ça parce que surtout les Canadiens français qui ont participé à l'Exode et qui sont allés aux États-Unis, souvent, Paquin, probablement qu'il prononçait Paquin, ça s'écrivait relativement bien. Mais tu sais, si ça s'appelle de la chevrotière, il y a des chances que l'anglophone écrit ça tout croche. Puis là, c'est pas pire. Léon puis Georges, c'est des noms qui sont quand même bilingues assez bien. Là, ça se fait bien. Mais je regarde, puis les noms qu'ils ont là-dessus, là, Mary, au lieu de Marie, c'est pas trop pire. Raymond, Joseph, ça, je pense que c'est Théodore, Louis. Ils sont quand même pas pires. Mais là où est-ce que c'est super bon, Family Search, c'est pas juste pour la recherche, parce que comme j'ai dit, souvent, on a de la misère à faire des recherches avec nos noms francophones, puis tous nos registres à nous sont pas nécessairement faciles à trouver. Mais c'est qu'ils ont l'entièreté des paroisses canadiennes, françaises ou québécoises ou Nouvelle-France jusqu'à début 1900 qui est disponible. Sauf que c'est de les trouver. Normalement, tu irais recherche images, et là, tu donnerais une zone pour le trouver. C'est excessivement difficile, mais si tu fais une recherche Google est notre ami, Family Search, Québec, Parish, Record ou Registry, on devrait trouver ça assez rapidement. Et si on paye ça ici, 1621 à 1979. Là, ils font là-dedans. On peut-tu trouver quelque chose, davantage d'options? Voilà. C'est pas le lien que j'avais tantôt. Identifier, c'est ça ici. Ça ici. Et là, on arrive à un endroit merveilleux où est-ce que tu as toutes les paroisses qui existent en Nouvelle-France, Québec, pour toute l'époque où est-ce qu'ils ont des registres. Il faut juste la trouver. Fait que mettons qu'on dit, on va aller chercher, je sais pas moi, le mariage de... C'est quoi la date que tu avais tantôt? Le mariage de Joseph, qui était à Saint-Jérôme. Saint-Jérôme. Je vais aller te chercher. Cathédrale de Saint-Jérôme. Là, il faut que tu aies par année parce que eux autres, essentiellement, à ce point-ci, c'est pas indexé, c'est pas bien présenté. Tu as la bobine de film digitalisée dans son entièreté et rendue disponible en ligne. OK. Alors, là, ce qu'on va faire essentiellement, c'est, mettons, imagine, tu es en 1984, tu en vas à la bibliothèque, là, puis là, tu regardes sur une machine à microfiche, sauf qu'au lieu d'être en 84, tu es maintenant, au lieu de ta bibliothèque, tu es chez vous, pour là, avoir une machine microfiche, tu as Internet. Ouais. Il y a des index, ce qui est intéressant. Ils n'ont pas tout le temps les index, mais quand tu cherches quelque chose, c'est pratique. Là, ça, c'est le numéro du produit. Et ensuite, ça, c'est le fun parce qu'ils ont leur test. Il y a vraiment les choses au complet. Où est-ce qu'ils sont? C'est qui avait opéré ça? Des notes. Là, ben, ça peut être long de même. Là,
tu as les index avec les années, les noms. Quand on cherche quelqu'un, des fois, c'est super le fun de pouvoir aller là-dedans. C'est 1840, y a-t-il des Lauzon? Fait que là, on est dans les baptêmes. Fait que là, on est proche, Locas, La Chapelle. Lauzon, il y en avait. Puis là, as-tu la date ou faut que j'aille la C'est chercher? 1800, le 19 avril 1858. Fait que là, on veut reculer à Cathédrale de Saint-Jérôme. 1858, ça va être ici. Là, ben, on sait qu'on est en 1855 à 1867. Comme j'ai Donc, dit, ça va être on dans- passe chacune des photographies de la bobine qui a été utilisée pour ça. C'est des pas pires grosses bobines. Fait que là, on va aller à peu près, là, mettons que je dis, on a pour un 12 ans, on veut 3 ans dedans, on va monter d'à peu près 200. On va regarder où est-ce qu'on est. On en prend un, double-clic, et on est, là, il faut le trouver, par exemple. Le juillet 1859. Ah, on est proche. On va remonter d'une coupe de ligne. Le 30 octobre 1858. C'est quoi la date que tu me disais, Eric? Avril? Ouais, 19 avril. Mettons, on recule d'une coupe de cases pour regarder où qu'on est. Bon, parce que Saint-Jérôme, c'est quand même une pas pire paroisse. Là. 1858, on n'a pas reculé à C'est ça. pas On va aller très, ici. très gros encore, mais c'est pas une petite paroisse. Là. 1858, juillet. Donc là, septembre, juillet. On va essayer ici. Février 1858. Oh, on est tout proche. Donc, ici. Mais le 22 mars, on est proche, le 1858. Mars. Le 8 avril, c'était quoi la date spécifique? 19. 19. Encore une page ou deux, 10, probablement. 10. 19. Mariage, Le 9. Joseph Lauzon et Joseph Gingras. Et on a la photographie du document original de Joseph Lauzon et Joseph Gingras. Là, ça peut être intéressant, c'est qu'on peut enregistrer ce lien-là, ajouter à la boîte de source. Donc, on marque qu'est-ce que c'est. Mariage, Joseph Lauzon, Joseph Gingras. Ici, enregistrer. On peut mettre d'autres notes, là. Puis là, ben, sur ça, la boîte de source, je vais aller sur mon profil, puis ça va un petit pop-up. Ici, boîte de source. Il y a tous les documents qu'on a pris. Fait qu'on s'en vient ici. On a tout de suite le lien. OK. On retrouve directement à la même place. Et ce lien-là peut être copié-collé à n'importe qui. On pourrait l'avoir pris. On peut télécharger l'image. On a aussi des outils, parce que des fois, c'est pas aussi bien lisible. Là, c'est un Saint-Jérôme, le prêtre, écrivait quand même bien, on s'entend, et la photographie, elle est bonne. Mais des fois, c'est pas le cas. Fait qu'on peut, on peut régler l'image. Des fois, ça l'aide à savoir qu'est-ce qui est écrit. Des fois aussi, la photographie, elle n'est pas dans le bon sens. Donc, ça peut aider aussi. Et là, ça reste de même pour tout le livre. Fait que je vais revenir à l'endroit. On peut l'imprimer, ce que je fais à peu près jamais, mais je l'enregistre. Généralement, moi, ce que je fais, c'est que j'en enregistre une copie, puis ensuite, je la mets sur Généanet. Je la partage. Comme ça, les gens qui trouvent mon arbre vont trouver aussi le registre. Puis là, dedans, souvent, ce que je vais faire, c'est un processus assez long, mais je rajoute le lien ici dans la version que je partage pour pouvoir revenir à Family Search. OK. Puis là, ben, c'est comme ça, je disais, on a toutes les paroisses. Il faut juste les trouver. Des fois, c'est un peu difficile. Comme si je dis, OK, on va aller à Notre-Dame-de-la-Paix. Oups, c'est pas ça que je voulais faire. Find paix. Non. Ben, c'est pas là. Parce qu'il il a été photographié probablement avec une autre paroisse. Ou peut-être qu'ils ont arrêté, s'ils arrêtent en 1900 puis que la paroisse existe en 1902, on ne l'enregistre pas. OK.
intéressant, c'est que si on regarde d'autres places comme Montréal, quelques registres qui existent dans Montréal. Immaculée Conception, Saint-Clément, Saint-Denis, Sainte-Brigitte. Là-dessus, il y en a là-dedans que c'était des anciennes paroisses qui sont maintenant à Montréal. Des fois, c'est autre chose. Puis des fois, tu as beaucoup. Puis selon comment est-ce que c'était, des grosses paroisses, baptême, mariage et sépulture, des fois, sont séparés, là, même par année, un volume, parce que tu avais assez. C'est quand même vraiment beaucoup d'informations qui est disponible. Là. Maniwaki. Tu cherches quelque part, il faut savoir où le trouver, mais c'est là. Fait que là, à Montréal, si tu vas dans la paroisse Notre-Dame. Oui, 2 petites secondes, je vais retourner dans Montréal. Notre-Dame ici. Qui est la première paroisse. Oui, 1856. Je présume qu'il y a peut-être d'autres choses, là, je ne sais pas. Parce que Congrégation Notre-Dame, 1878. Jésus, 1852. Il y a vraiment Cathédrale Marie-Reine du Monde. Tu as beaucoup. Tu as Notre-Dame-de-Grâce, Sacré-Cœur. C'est assez impressionnant la quantité de trucs que tu vas voir. La même chose pour Laval. Index baptême 1648. On a 1648 ici. 1642, baptême, mariage, sépulture. Si 1642, tu sais quoi la date de la fondation de la paroisse par hasard? Ah, ben attends, je peux aller voir ça ici. « 1642. » Donc, le premier événement qu'il y a eu, je te dirais bien ce que c'est, mais par contre, en 1642, les prêtres qui écrivaient les registres en latin, et j'ai pas fait de cours de latin. Oh, OK. Anno 1642, dit 28. Avril? Ouais, je pense. Je pense que c'est avec un P. Ego. Déjà, c'est difficile juste l'écriture. Baptisé. En fait, c'est des mots que je comprends pas. Ouais, on dirait que c'est un baptême. OK, attends un peu. Je comprends pas la moitié de ce qui est écrit. Pratis nominé Aminta. Ouais, en tout cas, c'est en latin. Oui, c'est le registre de baptême. C'est marqué ici baptisatoming. Dis-moi, Éric, est-ce que les messes étaient en latin des années 1600? Il me semble que oui. Là, je ne sais pas, faudrait demander là, à un expert en religion, mais il me semble que c'est Vatican, le concile de Vatican II qui a changé là, les messes. Là, parce qu'effectivement, de mémoire, ce que j'ai entendu, c'est qu'on comprenait rien d'une messe là, en 1670. Là, on y assistait, là, mais on ne comprenait pas grand-chose là, de ce que le curé disait. Parce que les gens, ils n'allaient pas longtemps à l'école, ils apprenaient même souvent même pas à lire et écrire. Je ne suis pas convaincu qu'ils apprenaient une deuxième langue. Là. Donc, ça, c'est le premier baptême qui a eu lieu à Montréal en 1642, baptisé en latin et décrit en latin. C'est quand même spectaculaire, hein? Ben, si regarde un défi pour nos auditeurs, s'il y en a un qui peut nous déchiffrer qu'est-ce qu'il y a dans ce registre de baptême-là, on serait curieux de savoir c'est qui la première personne baptisée à Montréal. Ici, je pense voir Paul de Maisonneuve. Ça serait-tu le parrain? Ben, peut-être. Ce serait à voir. Est-ce que quelqu'un pourrait nous dire qu'est-ce qui est écrit dans ce registre et nous dire si c'était Paul de Maisonneuve le parrain? Moi, je serais vraiment intéressé. Bon, remarque, c'est peut-être de l'information qui se trouve sur Google aussi, là, mais bon, Sûrement. on va sûrement faire des recherches par la suite aussi, mais si jamais vous avez la réponse, là, faites-nous savoir. Ouais. Donc, c'est ce que Family Search, là, j'imagine, a beaucoup plus là, à nous offrir que ça, mais dans le cas là, de nos recherches de registres,
Je pense que ça peut être un outil quand même très intéressant, là. Parce que, corrige-moi si je me trompe, Family Search, tu peux aussi monter ton arbre généalogique, là, comme Geneadet, Ancestry, etc. Oui, Là, il je doit y trouve qu'il est avoir moins un. beau. OK. Quelque chose qui est intéressant pour les gens, je pense que ceux qui participent beaucoup à Family Search ils aiment ça, c'est que tu peux lier ton arbre aux autres personnes. Donc là, mettons, je trouve, on cherchait quelqu'un, là, on avait trouvé tantôt Léon Paquin. Euh, Tu pourrais lier la fiche-là à ton arbre. Là, quelqu'un qui trouve Léon Paquin pourrait voir d'autres indices qui pointent, comme n'importe quel, comme Ancestry ou peu importe. Quand Mhm. c'est monté par quelqu'un, c'est pas toujours bon ou précis, mais avoir des liens, des indices, c'est bien. Puis tu peux aussi proposer des changements sur la fiche, ce qui est quand même bon. Puis là, ben, souvent, tu vas avoir un document. Des fois, tu vas avoir deux, trois individus avec différents documents qui, dans le fond, sont le même individu. Tu vas pouvoir les linker, les lier en disant voici, ça, c'est la même personne. Tu vas pouvoir aussi corriger parce que ça a été indexé manuellement par quelqu'un. Mhm. Quand c'est pas bien écrit et que la personne ne comprend pas le langage, c'est pas toujours bien. Donc, tu peux corriger ça. Et ça permet quand même de collaborer avec d'autres gens, ce qui est toujours intéressant parce que, tu sais, le travail des généalogistes, c'est le travail d'une vie, puis on ne le fait pas juste pour soi. Euh, on souhaite tous que les recherches qu'on a faites puissent être utiles à d'autres gens, nos descendants, entre autres. Donc, si on est capable de partager cette information-là, tant mieux, c'est excellent. Mhm. Puis, mais moi, quand je cherche un registre, là, si c'est après 1900, je vais sur BNQ, mais si c'est avant 1900, je ne regarde même pas ailleurs, je vais sur Family Search, dans nos registres québécois, je le trouve. Puis souvent, quand on dit, mettons, il y a un mariage, là, puis tu cherches, là, des fois, tu vas juste regarder des index, puis les trouver. Puis on fait des découvertes quand même assez intéressantes d'une fois à l'autre en fouillant comme ça. Puis c'est beaucoup, beaucoup plus vite que de loader une bobine de microfilm puis de la regarder sur une machine. Ouais, c'est sûr que, comme je dis souvent, on n'en serait pas là, nous, dans nos recherches, là, avec les vieilles méthodes de l'époque. Ceci étant dit, avant de conclure, je tiendrais à vous souligner que si jamais vous voulez intervenir dans notre émission, s'il y a un sujet en particulier que vous aimeriez parler ou que vous aimeriez qu'on traite, puis vous connaissez un intervenant, ben, n'hésitez pas là, à communiquer avec nous. Les coordonnées sont en commentaire. Si vous avez aimé l'émission d'aujourd'hui, n'hésitez pas à le mentionner en cliquant sur le bouton j'aime, en partageant la vidéo, en commentant ou en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Lors d'une prochaine, la programmation d'automne, on est en train de planifier ça. On devrait avoir quelques sujets intéressants, comme par exemple l'histoire du hockey Tu qui a parlais du commencé à Canadien. Montréal. On va parler, ben pas tant que ça, finalement. On va parler de l'histoire plus du hockey que de l'histoire du Canadien, mais c'est sûr qu'on ne peut pas parler de l'histoire du hockey sans parler de l'histoire du Canadien. Soit dit en passant, en parenthèse, je suis en train de préparer là, la saison 2 de l'histoire du Canadien qui est disponible là, sur Patreon et toutes les chaînes, toutes les plateformes audio. Un autre sujet qui s'en vient aussi, c'est probablement ben, les actes notariés. Parce que là, on a parlé des registres, mais il y a des actes notariés qui nous donnent aussi beaucoup d'informations pertinentes par rapport à l'histoire, la vie de nos ancêtres. Puis on va avoir un intervenant, là, Jean-Luc Lauzon, qui va venir nous parler de ça. On essaie aussi là, d'avoir l'histoire de Montréal. On parlait là, du premier baptême, ben, ça serait une belle occasion là, d'élaborer un petit peu plus sur le sujet. Et éventuellement, là, vers décembre, on va essayer d'avoir pour vous là, les ponts de glace, euh, qui a une importance quand même capitale dans le développement du Québec,
Fait qu'on va en parler là, avec un intervenant, Yves Hébert. C'est la programmation d'automne. Alors, si jamais qu'on essaie d'avoir, là, ça ne veut pas dire que ça va être ça nécessairement, mais il y en a qui c'est déjà booké. Pour d'autres, là, ça sera à planifier. Puis, ben, c'est ça. Fait que donc, si vous avez d'autres suggestions pour nous, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire. Là-dessus, je te souhaite une bonne journée, Yann, et une bonne journée à vous, auditeurs. Merci, Eric. Merci tout le monde d'être présent. Puis, bonne journée.